Et puis, demander un financement n'est pas un crime. Jusqu'à présent, tout ce qui a été divulgué concernant Flavio ne constitue aucun crime. D'ailleurs, même la presse n'a pas réussi à faire des affirmations aussi catégoriques dans ce sens. Je voudrais insister sur un point. Dans ce cas, Flavio Bolsonaro lui-même a reconnu qu'il est allé voir le banquier Daniel Vorcaro après que celui-ci ait déjà été arrêté et placé sous bracelet électronique. Et à un moment où tout le milieu politique savait déjà qu'il y avait de graves soupçons à son encontre, y compris de fraude. À la BRB, qui est une banque publique, il y a eu récemment une opération de la police fédérale également liée à l'investissement des fonds de retraite. Même ainsi, penses-tu que Flavio a bien fait d'aller voir le banquier après l'arrestation? À ce que l'on sait, un financement du film était déjà prévu et la demande correspondait à ce qui avait été convenu pour sa réalisation. Mais au-delà de cela, Flavio Bolsonaro a signé. Il a signé la CPMI pour enquêter sur la banque Master, afin de pouvoir déterminer qui est réellement impliqué dans cette affaire. Il a parlé de corruption. Je trouve que c'est un sacré courage de parler de corruption pendant une semaine comme celle-ci, alors que Flavio Bolsonaro, son ami, est empêtré dans cette histoire avec Bolsonaro. Tu essayes de t'expliquer, tu as demandé de l'argent pour faire un film et ensuite l'argent n'a pas servi au film. C'était pour financer la vie simple d'Eduardo Bolsonaro là-bas aux États-Unis. Donc, oui, je pense qu'il nous manque ici de comprendre un peu plus ce que tu penses de cette histoire du Bolsa Master, de ce scandale, parce que Borcaro a financé la campagne de Nicolas Ferreira, il a voyagé en jet privé, je ne sais pas s'il a aussi financé ta campagne, tu t'es présenté récemment aux élections. Il n'a pas financé la campagne de Nicolas Ferreira, je mens. J'avais besoin de comprendre, c'est-à-dire ce que tu veux dire. Monsieur Flavio Bolsonaro, vous n'avez pas signé une CPI sur Banco Master qu'ont signé 53 sénateurs. Vous n'avez pas signé. Si vous signez maintenant, vous serez le 54e. Ceux qui ne likent pas et ne s'abonnent pas boivent du détergent. Je pense que d'abord, ça n'a aucun sens de venir ici et de dire qu'on est le grand inventeur de la droite comme ça, au Brésil. Je pense que c'est une ignorance totale de l'histoire, comme si la droite était apparue seulement maintenant dans notre pays et avec Internet. Et au-delà de ça, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui avec la gauche et avec la jeunesse, c'est exactement le contraire. Et les études le montrent. J'aimerais bien voir ces études dont il parle, mais la jeunesse, elle se soucie de la santé, elle se soucie de la santé publique, et c'est justement quelque chose que la gauche défend. La jeunesse se soucie d'une éducation de qualité, c'est quelque chose que la gauche défend. La jeunesse est préoccupée par de bonnes conditions de travail et nous, en ce moment, nous nous mobilisons et défendons la fin du système de travail 6 jours sur 7. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire quand il dépeint un scénario aussi favorable au mouvement de droite. Là, je pense que finalement, c'est peu tout ça. D'accord, je vais poser une troisième question, Lucas. Si tu veux répondre à certaines des remarques de Julia, n'hésite pas. La troisième question que je voulais poser à tous les deux, et je commence avec toi, Lucas, c'est comment vois-tu l'avenir de ton mouvement, de ton camp de droite? D'après toi, que faudrait-il corriger dans la trajectoire où rien n'est à changer? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit concernant l'avenir du camp politique de la droite ici au Brésil? Eh bien, tout d'abord, en répondant à mon adversaire dans ce débat, je tiens à préciser que nous avons eu, en effet, de grands représentants de la droite par le passé. Et qu'est-il arrivé à ces représentants? Ils ont été marginalisés sur le plan académique. Par exemple, un héros comme Carlos Lacerda, qui a renversé le dictateur Getúlio Vargas, a été marginalisé dans le milieu universitaire et les historiens estiment que sa mémoire ne mérite pas d'être rappelée. Oui, vous avez de grands noms comme Roberto Campos, et Roberto Campos est aussi un homme marginalisé par le milieu universitaire, qui a eu un rôle important dans notre pays, mais qui a été marginalisé précisément à cause de cette hégémonie dont j'ai parlé, que notre pays connaît. Non, je pense que d'abord, parler de l'avenir de la gauche et de ce que nous voulons, je pense que le Brésil est un pays où nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous avons vécu 4 ans sous le gouvernement du président Lula, qui a repris un pays détruit par Jair Bolsonaro. Nous ne pouvons pas oublier le déficit de plusieurs milliards que Bolsonaro a laissé dans ce pays. 700 000 personnes sont mortes pendant la pandémie car il n'a pas pris la peine d'obtenir des vaccins pour la population. Donc en fait, si vous regardiez la question du budget public, il n'y avait pas de politique de valorisation du salaire minimum, il n'y avait pas la Bolsa Familia. Il a détruit le Brésil et je pense que le travail que Lula a fait cette année pour reconstruire et offrir encore plus a été quelque chose de très important.
Et je pense que nous devons, tout au long de cette année et pendant le 4e mandat de Lula, auquel j'ai foi que nous allons réussir, réélire le président Lula. Encore une fois, il s'agit d'avoir un gouvernement qui soit encore meilleur pour notre jeunesse, afin que notre jeunesse puisse étudier encore plus. On sait que Luca Pavanato n'aime pas trop les universités publiques, qu'il adore aller dans les universités pour se plaindre auprès des étudiants, mais c'est un espace important pour le développement du Brésil. Nous voulons un pays souverain, bien développé, et pour cela, les universités jouent un rôle fondamental. L'éducation joue un rôle fondamental et nous croyons que c'est la voie à suivre. Nous avons encore un long chemin à parcourir, n'est-ce pas? Surmonter ce qu'a été le Brésil, qui a vécu des siècles comme colonie. Nous avons vécu une situation très difficile avec l'esclavage, dont nous ne nous sommes pas encore complètement remis. Donc, notre travail est ardu, mais je vois et je crois que le PT, que le président Lula est celui qui propose ces solutions, c'est lui qui parvient réellement à penser le pays tel qu'il est. Avoir une connexion réelle avec les gens et présenter des propositions et offrir une solution concrète qui nous mette sur la bonne voie. Maintenant, tu as posé une question sur le rythme de 6 jours de travail pour un jour de repos. Je ne pense pas, n'est-ce pas? Je suis de plus en plus convaincue que ceux qui disent ces absurdités sur l'échelle 6 fois moins 1 n'ont jamais vraiment travaillé ou n'ont jamais vraiment connu quelqu'un qui travaille selon l'échelle 6 fois moins 1. Parce que du point de vue du travailleur, tu vois, de celui qui est là-bas, on n'arrive pas à s'occuper de la maison, on n'arrive pas à rester avec la famille, on n'arrive pas à étudier. On reste juste là-dedans, dans ce travail qui est pratiquement un régime d'esclavage moderne. Donc, je pense que c'est quelque chose de très insensible envers les travailleurs, ceux qui ne défendent pas le système de travail 6x1. Il s'agit de la dignité des personnes, il s'agit que les gens aient du temps pour être avec leur famille, il s'agit que les gens puissent vraiment vivre au-delà du travail. Et il a déjà été prouvé d'ailleurs que le système 6x1 a déjà été abandonné dans plusieurs pays. En Allemagne, il n'existe pas. Ce débat sur le système 6x1 a été dépassé au siècle dernier. Au Portugal, ils ont même été plus audacieux. Ce n'est pas le système 5x2, c'est le 4x3. Il y a plusieurs entreprises qui fonctionnent ainsi. Donc, c'est très facile de venir ici et de dire qu'il y a un impact économique, qu'il y a un impact de ceci ou cela, sans présenter de choses concrètes. La vérité, c'est que la fin du système 6x1 est nécessaire pour les gens et d'un point de vue économique, cela a du sens. En plus, cela peut même réduire le chômage et, plus que cela, les gens vont de plus en plus connaître la valeur de leur travail et ne vont pas accepter d'être opprimés. Ils n'accepteront pas n'importe quel travail ni n'importe quel salaire bas. Personne ne veut travailler dans une situation abusive avec un patron. Personne ne veut travailler dans un mauvais emploi. Les gens veulent de bons emplois et les gens méritent de bons emplois. Donc, mettre fin au régime de 6 jours de travail pour un jour de repos et avoir de meilleures conditions est fondamental pour que nous puissions avoir une vie meilleure pour les gens, pour la jeunesse, dans son ensemble. D'accord, Lucas et Julia, je vais poser une dernière question dans ce bloc et encore une fois, je réitère que dans vos interventions, si vous souhaitez répondre ou argumenter sur ce que l'autre personne a dit, n'hésitez pas. La question est la suivante, je vais commencer avec toi, Lucas. Nous sommes aujourd'hui dans un pays indéniablement, sans équivoque, divisé sur la question électorale et politique. Et je voulais te demander, en tant que l'un des jeunes leaders de la droite, vois-tu un mérite, quelque chose de positif dans le camp opposé au tien, à gauche, et quel serait ce mérite ? Eh bien, tout d'abord, je pense que la division est un signe positif. Je crois que le fait que notre pays soit divisé montre que nous sommes encore, d'une certaine manière, un pays qui possède une certaine liberté. Parce que les pays qui ne sont pas divisés sont des pays dictatoriaux, comme la Corée du Nord, comme le Venezuela. D'ailleurs, le président de ma collègue ici tenait absolument à le recevoir ici. Le dictateur Maduro, et il a toujours soutenu ce type de gouvernement, il est même allé jusqu'à financer des dictatures dans le monde entier. Dans ces pays que le PT a financés, il n'y a vraiment pas de division. Au Brésil, il y en a, car ici nous avons encore un débat, c'est bon signe. Oui, en ce qui me concerne, ce que je vois de positif sur le plan moral et éthique à gauche, je ne vois rien, mais je vois des choses en termes de stratégie. Ils ont occupé divers espaces, dont l'université. Contrairement à ce qu'affirme mon adversaire, j'apprécie beaucoup l'espace universitaire. Et c'est pour cela que je me bats, pour que les personnes qui détruisent cet espace, des personnes qui sont là depuis des années et des années, qui ne terminent jamais leurs études, occupent et détruisent. Même à São Paulo, ils causent des troubles et incitent d'autres étudiants à étudier. C'est pour cela que je me bats. Que ces personnes quittent cet espace
pour le réserver à ceux qui en ont vraiment besoin et désirent étudier. Oui, au-delà de ça, la différence de préparation et d'argument ici est flagrante, non? Mon adversaire, elle ignore tout simplement ce que j'ai dit, puis elle commence à parler en généralisant, sans prendre en compte ce qui a été dit, en disant qu'il n'y a pas eu de proposition, alors que je parle précisément d'une proposition pour qu'on mette fin à le rythme de travail 6 jours pour un, que le gouvernement prenne en charge le coût. C'est intéressant qu'elle mentionne le Portugal. Il existe des études et elle pourra chercher plus tard, mais elle aurait dû se renseigner avant le débat. Des études montrent qu'au Portugal, après avoir supprimé d'un coup l'échelle 6-6x-1, faute de mesures gouvernementales pour soutenir les entrepreneurs, le chômage a augmenté, les salaires ont baissé et les conditions de travail se sont dégradées, comme le confirment des études. Donc, en fait, l'exemple qu'elle a cité est exactement un exemple montrant que la façon dont ils veulent faire les choses est insoutenable. Mais quand on propose que le gouvernement, qui prélève autant d'impôts aux citoyens, prenne en charge le coût de cela, là, elle est contre. Pourquoi? Parce qu'elle défend l'agrandissement de l'État, qui, dans un pays où les Brésiliens pèsent 50% d'impôts sur la consommation, revient à prendre les ressources des plus pauvres. C'est en réalité condamner les plus pauvres à rester dans une condition d'infériorité sans pouvoir progresser dans la vie. Voyez-vous un mérite dans le camp opposé au vôtre, dans ce pays polarisé? Quels sont les points positifs que vous voyez dans le camp où milite Lucas? Non, je pense que la première chose, c'est que je m'inquiète vraiment quand quelqu'un vient dans ce débat et dit qu'un pays divisé, un pays polarisé, c'est quelque chose de positif, comme ça. Nous avons vu au cours de ces dernières années des familles se disputer, des personnes qui n'arrivent plus à se parler à cause de ce genre d'attitude de l'extrême droite qui monte les uns contre les autres, comme ça. Donc, je pense que c'est quelque chose de très préoccupant parce que pendant qu'il essaye de créer des polémiques pour rien, nous sommes dans une situation où tout le monde doit contribuer à l'environnement. Pendant qu'il essaie de monter les gens les uns contre les autres, nous perdons beaucoup d'opportunités. Donc, je ne pense pas que ce soit bien que les gens ne s'aiment pas. Je pense qu'il est bon que les gens soient capables de résoudre les problèmes, que les gens soient capables. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas que les gens crient les uns sur les autres. Comme quand il va à l'université, il va crier sur les étudiants, utiliser son pouvoir de conseiller municipal de la ville de São Paulo pour aller avec la garde municipale, intimider les étudiants. Je voudrais voir ce conseiller municipal ouvrir un livre à l'université. Une scène de ce conseiller municipal entrant dans une salle de classe parce qu'il y va juste pour crier et intimider les étudiants. Je trouve ça honteux. Je ne pense pas que tu as été élu pour ça. Ceux qui t'ont élu voulaient que tu représentes les gens, pas que tu persécutes les étudiants. Je trouve cela déplorable. Mais je pense aussi qu'on avait besoin, il a dit ce truc, d'abord l'économie, enfin, il a parlé. Dire que Bolsonaro n'a pas laissé de déficit, que c'était un succès, c'est pathétique. D'autant plus qu'on se souvient de la situation du dollar, on se souvient enfin de plein d'autres choses comme ça. Et je voulais rappeler que notre cher ici est de São Paulo aussi. Nous, Haddad est maintenant pré-candidat au gouvernement de l'État. Et c'est aussi lui, en tant que ministre des Finances, qui a fait une réforme fiscale qui, en fait, a supprimé des impôts. Donc, voyez comme les choses sont drôles. Aujourd'hui, ceux qui gagnent jusqu'à 5 000 reais ne paient plus d'impôts sur le revenu. Et cela, associé au fait que ceux qui gagnent plus peuvent payer plus, c'est une fiscalité juste, une fiscalité nécessaire. On arrive à corriger les inégalités, on arrive à corriger des choses qui étaient injustes dans notre pays de cette façon. Ne dites pas, il y a plus d'impôts, l'impôt c'est du vol, je ne sais quoi d'autre. Ce sont des débats qui n'ont ni queue ni tête. Ce que nous avons fait ces 4 dernières années est déjà significatif. Mais si l'on remonte au premier gouvernement de Lula, on peut citer encore plus d'actions importantes. Mais ce qui a été fait, c'était quelque chose d'historique et c'est très important pour l'économie, c'est très important pour le portefeuille des Brésiliens et c'est vraiment nécessaire pour que nous puissions surmonter les inégalités dans notre pays. Mais ce qui se passe, c'est que ce groupe d'extrême droite joue le jeu des BBB, comme on les appelle, n'est-ce pas, des banques, des paris et des milliardaires. Parce que pour eux, peu importe ce qu'il adviendra du travailleur, si la personne va parier, si elle va dépenser son salaire, si elle va s'endetter et tout le monde sera endetté, ils ne s'en soucient pas, ils ne se préoccupent que de diviser. Et ils continuent à parler, à faire des discours en parlant en vain de Dieu, en parlant en vain de toutes ces autres choses. Donc je pense que ce sont des choses très préoccupantes